travailler avec un handicap psychique, piste de progrès. La table ronde précédente, travail et handicap psychique, nécessité, réalité, c'était plutôt un état des lieux, même si on a commencé à déboucher sur des pistes, parce que c'est difficile de faire un état des lieux sans parler de la suite. Et donc, on va voir chacun au travers de vos responsabilités, de vos spécialités, ce que vous faites, ce que vous souhaiteriez aussi qu'il soit fait, parce que tout n'est pas toujours facile, pour que ces pistes de progrès soient réalité et prennent corps à un moment ou à un autre, le plus vite possible, bien sûr. Donc voilà, à partir de là, pour commencer et ouvrir non pas les hostilités, mais le débat, on va peut-être commencer justement avec la suite de la précédente table ronde où il y avait des DRH. Donc je vais me tourner vers vous. Tout simplement pour que vous puissiez, donc Frédéric Meyer, nous dire comment dans l'entreprise, est-ce que y a des pistes qui sont établies, je veux dire en dehors du fait qu'une obligation d'employer les handicapés versus si on ne les emploie pas, il y a une amende à payer, etc. Ça, on le dépasse parce qu'on l'a déjà fait, mais c'est surtout vous, votre politique active, alors, au travers de votre fonction ou de fonctions précédentes que vous avez pu exercer en tant que DRH. Vous avez la parole, mon cher. Bien, merci. Moi, ce que je souhaiterais vous apporter aujourd'hui, c'est peut-être les expériences que j'ai pu mener dans plusieurs organisations. Et ces expériences, elles tournent essentiellement autour de la problématique du maintien dans l'emploi à ce jour et avec des réflexions sur l'accès au travail. Moi, je crois beaucoup sur la question du maintien dans l'emploi, à la nécessité de créer un réseau autour du malade. On n'arrive pas, lorsque les interlocuteurs sont segmentés, à mettre en place des solutions pragmatiques qui permettent l'adaptation, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est bien de ça, c'est d'adaptation du quotidien du travail, des tâches, de la charge, du rythme aussi. Parce qu'on sait que certains malades sont bien à certaines périodes, beaucoup moins bien à d'autres, si on n'a pas un dialogue avec les différentes parties. Et les différentes parties, c'est bien sûr le malade. Je ferai une analogie avec le diagnostic médical. C'est lui qui sait le mieux où il en est dans sa maladie, et c'est lui qui est le plus à même finalement de nous aider, en tant que représentant de l'employeur, à déployer à gérer ses contraintes. Donc il y a une nécessité de dialogue avec le malade, une nécessité de dialogue aussi avec son environnement personnel et professionnel. Je crois qu'on ne peut pas faire sans les aidants qui sont autour de lui, si tant est qu'il y ait une famille qui le soutienne. Donc ça, c'est assez capital et c'est complexe à faire. Ce n'est pas là-dessus qu'on a aujourd'hui les meilleures réussites. Dialoguer avec un conjoint, c'est déjà quelque chose, puisque je suis employeur, je représente un employeur. Et le contrat de travail, il lie le malade et la société, pas forcément le conjoint. Donc c'est déjà quelque chose à penser. Et puis il y a son environnement de travail immédiat, le manager qui est assez central finalement pour gérer les rythmes, gérer les charges. Et là, il y a des travaux de sensibilisation, un travail important à faire sur les représentations. Et puis un travail capital, sinon ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas d'avoir embarqué le manager, il faut aussi embarquer les collègues, ceux qui sont autour, parce que finalement dans une équipe, lorsque quelqu'un est malade, la compensation elle se fait avec des systèmes de solidarité informels, elle se fait à travers les collègues. Ça c'est assez fondamental. Et là, il y a beaucoup de peur, notamment quand les charges augmentent, quand on est dans les périodes hautes d'activité, si à ce moment-là, le malade connaît une phase de moins bien, il y a beaucoup de peur. C'est pourquoi moi je compenserais? Moi aussi j'ai des contraintes, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai que sais-je. Et là, le travail est assez fondamental dans le dialogue. Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est finalement des expériences de bon sens autour du dialogue et de la mise, de la constitution de réseaux autour de ces malades. Merci Frédéric. Alors, je me tourne vers vous, Raphaël Bouloudine, vous êtes psychiatre et en charge du programme Working First. Donc, hier, on a beaucoup écouté Alison sur la problématique du logement. Là, on est sur la problématique du travail, mais comme on l'a dit ce matin, c'est relié, bien évidemment. On a dit que c'était les deux mamelles
vers le mieux-être, hein, un logement, un travail, ou un travail, un logement, peu importe l'ordre. Alors, dans ce que disait Frédéric, il y a eu le mot réseau à créer, et vous, justement, vous employez à faire en sorte qu'il y ait une connexion entre deux mondes qui sont quand même différents, avec des exigences différentes, et vous essayez de faire en sorte qu'elles puissent pas seulement cohabiter, mais aussi collaborer. Oui, tout à fait. Donc juste une petite précision, je ne suis pas en charge du programme Working First, je travaille dans ce programme-là. Bon. C'est juste sémantique, mais c'est juste pour dire que ce type d'accompagnement va changer quand même beaucoup de choses dans la manière de manager. Oui. Et en tant que médecin, je ne suis pas responsable de ce programme-là. Je mets à disposition mes compétences et ma fonction pour aider le programme. Mais je pense que c'est important de le préciser parce que ça change complètement le paradigme dans lequel on va se situer et comment un programme comme ça peut se développer en utilisant la médecine, bien évidemment, mais aussi toutes les autres parties. Et là, quand vous parlez de réseau, on est en plein là-dedans. Le programme Working First, il est parti au départ d'un travail en réseau où on travaille donc sur la région marseillaise, la région PACA, qui est une région dévastée par le chômage et la précarité. Et on s'est mis autour de la table toutes les personnes qui étaient intéressées à la question de l'emploi et à la question de l'handicap psychique en manière générale. Donc que ce soit les structures type Cap Emploi, les associations, la GFIP, la DPI, des structures cliniques, en fait, type le chez soi d'abord, sur la région marseillaise, des entreprises et des aidants. Et c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin majeur sur le territoire, c'est-à-dire des personnes qui veulent travailler. Les études elles disent qu'il y a à peu près 70% des personnes qui vivent avec un handicap psychique qui ont envie de travailler, et il y en a moins de 10% qui ont un accompagnement spécialisé, adapté à leurs besoins. Et on s'est dit, comment on fait en fait, comment on peut faire pour... On n'a pas pour prétention de penser que 70% des personnes vont travailler. Mais ce qui nous est vraiment très, très compliqué, c'est que les personnes, elles n'ont même pas la possibilité d'avoir accès à la recherche d'emploi. C'est-à-dire que donc on se dit, on va d'abord essayer de développer que les personnes elles puissent expérimenter le fait de vouloir travailler. Et on part de là, et pour faire ça, on a utilisé des méthodes qui étaient validées, qui montraient leur efficacité dans d'autres pays. La méthode IPS, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Oui. Et voilà. Donc effectivement, ça part d'un travail de réseau, mais ça part aussi d'un travail des besoins des personnes, et leur donner la possibilité d'expérimenter quelque chose, que ce soit l'accès ou après le maintien en emploi. Alors cette recherche, justement, l'emploi, comment on parle, dans les mots que vous prononciez, il y avait aussi le mot, pas seulement réseau, mais aussi adaptation. Alors, je me tourne vers vous, Isabelle Chéreau. Vous êtes responsable des stratégies de soutien en emploi du Centre Expert Fondamental, je ne me suis pas trompé, et psychiatre aussi. Non, dites-moi tout, parce que je lis. Hein. Je me permets d'apporter une petite précision. Effectivement, donc, je suis psychiatre à Clermont-Ferrand au CHU. Et en parallèle, effectivement, dans le cadre de ma fonction, je m'occupe du Centre Expert Schizophrénie avec toute une équipe. Et dans ce contexte, effectivement, on s'est intéressé, nous aussi, à la question de l'emploi. Oui. Parce que, comme l'évoquait mon collègue, effectivement, une grande partie des personnes, et on arrive au même chiffre, en fait, à peu près à 7 patients sur 10 qui sont évalués dans le Centre Expert, effectivement, posent la question de leurs souhaits et des interrogations autour de l'emploi et s'interrogent sur comment accéder à un emploi. Alors comment vous faites pour à la fois accueillir cela, cette demande qui est légitime, et en même temps essayer, parce que c'est pas simple, vous accompagnez en fait, mais ensuite il y a les entreprises. Nous on a une double casquette, c'est-à-dire qu'en fait on est médecin psychiatre, et dans le cadre de notre pratique clinique on s'est déjà rendu compte de cette question, donc du coup dans ce contexte on a développé différentes techniques de réhabilitation. Alors ça, c'est très large, mais ça va de la remédiation cognitive en passant par l'éducation thérapeutique et toutes les techniques effectivement qui permettent déjà une amélioration de la santé de ces patients. Et en parallèle, dans le cadre des centres experts, on accueille des patients qu'on bilante, alors pour effectivement confirmer un diagnostic ou faire un état des lieux de leur maladie. Et du coup, dans ce contexte, la question de l'emploi étant soulevée, on a réfléchi à comment pouvoir les accompagner vers cette démarche.
Et dans ce contexte, on a effectivement mis en place, puisque c'est une expérience qui va démarrer là, sur les 3 années qui viennent, une expérience nous aussi de job coaching sur un programme identique, IPS, puisque c'est le programme de référence. De ce fait, on va effectivement recruter une personne qui va accompagner en mi-temps sur 3 années. C'est le financement qu'on a obtenu pour expérimenter cette offre de soutien qui reste effectivement intéressante parce qu'elle présente dans les pays où elle est déjà utilisée des résultats effectivement intéressants. Alors, on n'a pas non plus pour mission d'accompagner toutes les personnes, mais en tout cas, à partir du moment où elles le souhaitent, c'est la philosophie du programme, pouvoir les accompagner dans cette démarche. Alors, tout à fait. Donc, Bernard Pachou, vous êtes psychiatre aussi. Il y en a beaucoup à cette table, c'est un peu normal. Donc, ce que vos deux confrères nous disaient, c'est que tout part d'abord d'un diagnostic. C'est important pour pouvoir ensuite parler et du désir d'emploi et des emplois qui seraient adéquats en fonction du diagnostic. Voilà. Et à chaque fois, il y a ce mot magique IPS, c'est ça qui... Alors, on va en parler cet après-midi, mais en 2 mots. En quoi c'est un sésame? Qu'est-ce que ça a de magique? Alors, en effet, c'est important peut-être de préciser ce que cette méthode a d'original. Peut-être le mot-clé qu'il faudrait privilégier plutôt qu'un sigle, c'est le terme emploi accompagné. Et l'IPS étant une méthodologie développée aux États-Unis sur la manière de développer cet accompagnement vers et surtout dans l'emploi. Alors, ce qui est important à comprendre, pourquoi cette méthode est nouvelle, c'est que la méthode traditionnelle consistait à une approche très progressive. En effet, commençant par un diagnostic, ensuite une évaluation des capacités de réinsertion ou d'employabilité, souvent un travail d'orientation professionnelle, ensuite des stages, des formations, retour à des stages. Et donc il y avait toute une progressivité qui paraît raisonnable, mais qui pose un problème qui rend cette méthode, comment dire, modérément efficace. Et le problème, c'est le problème de la continuité de la prise en charge, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Alors, cette méthode nouvelle de l'emploi accompagné, elle est étonnante parce qu'elle renverse un petit peu les priorités. Elle dit, il y a 2 choses importantes. Il ne faut pas te mettre trop de préalables parce que ça prend beaucoup de temps, ça fait intervenir beaucoup de gens. Il y a de la discontinuité dans la prise en charge, ça décourage et donc le résultat est un peu modeste. Donc il propose de renverser un peu la priorité en disant ce qu'on va essayer, c'est de mettre les gens rapidement dans l'emploi en les préparant assez peu avant. Par contre, on va assurer un accompagnement une fois qu'ils sont embauchés. Alors que les méthodes traditionnelles préparent avant et souvent n'ont pas de relais une fois qu'on est embauché. Donc là, il y a une première inversion qui est vraiment importante. En anglais, ils disent, au lieu d'entraîner puis d'insérer, on renverse, on insère et on soutient. Place and train. Donc c'est ça l'idée de l'emploi accompagné. La deuxième, à mon avis, point important et spécificité de cette méthode, c'est le fait que tout repose sur l'accompagnant, qu'ils appellent le conseiller, le spécialiste en emploi, ou et ça résout le problème de la discontinuité de la prise en charge. C'est très important que la personne, elle sache sur qui elle peut compter, qui elle peut appeler tout de suite dans l'heure qui vient, et il faut que cette personne ait une assez grande disponibilité pour répondre dans les situations de besoin. Alors que le modèle traditionnel impose une multiplicité d'intervenants, donc avec des problèmes de coordination, donc c'est pas souple. Oui. Alors que là, s'il y a une seule personne, ce qu'on attend de lui, c'est cette souplesse, cette réactivité. Et alors, pour faire le lien avec le réseau, cette personne, donc, elle va, d'une certaine manière, un peu tout faire dans l'accompagnement. Elle va faire cette petite brève évaluation, puis ensuite elle va aider à la recherche d'emploi, puis ensuite elle va discuter avec le manager ou le collectif de travail sur des aménagements quand il y en a besoin. En plus, il n'y en a pas tout le temps besoin. Le problème de ce handicap, c'est que c'est un handicap fluctuant, donc il y a des moments où il y en a besoin, et puis d'autres périodes, ça va très bien. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un de réactif, il faut que quand il y a des besoins, assez vite, il puisse y avoir une réponse. Mais comme cette personne est seule, effectivement, il faut qu'il y ait un réseau avec une bonne coordination avec les professionnels, le manager et l'équipe, les collègues de travail.
et aussi avec le monde des soins, parce que cet accompagnant dans l'emploi, c'est pas un psychologue, c'est pas un soignant. Et donc, quand il y a des difficultés psychiques qui réémergent, c'est très important qu'il y ait une étroite collaboration avec l'équipe soignante. Donc, l'idée centrale, c'est que tout repose sur une personne référente qui assure la continuité, mais elle assure la coordination avec le réseau, et notamment les soins, avec les soins et avec l'entreprise. Raphaël ? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur la notion de diagnostic. Donc c'est vrai que ça part d'un diagnostic, d'une analyse des besoins, mais on n'est pas par contre du tout sur un diagnostic médical. Ça fait partie de l'ensemble du diagnostic, mais on va surtout avec la personne analyser ses besoins en général et quels sont ceux qui vont être liés à l'emploi. Je dis ça parce que pendant longtemps, la psychiatrie a posé des diagnostics, mais dans une visée un peu de prédictibilité du fait que la personne ne va pas arriver à faire ci, ne va pas arriver à faire ça. Donc là, aujourd'hui, si on pose un diagnostic, c'est vraiment pour faire un état des lieux. Où elle en est la personne aujourd'hui, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre mis en place, et on met entre parenthèses le fait est-ce qu'elle va y arriver ou pas. Ça, on ne peut pas savoir, et toutes les études montrent, ça a été fait au niveau de l'emploi et au niveau du logement également, qu'il n'y a pas de facteur de prédictabilité. Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, voilà. Alors, absolument. Donc, je me tourne là vers vous, Jean-Yves Lattre. Vous êtes chargé de mission handicap chez Nexter. Alors, chargé de mission handicap, c'est quoi? Je veux dire, justement, est-ce que c'est pas faire à l'intérieur ce qu'on essaye de faire pour faire venir de l'extérieur des travailleurs en souffrance psychique, on va les appeler comme ça, parce que c'est difficile à chaque fois de donner un nom sur des pathologies différentes. Je vous en prie. Non, oui, je suis certes chargé de mission handicap, mais pas que. Oui. J'ai aussi la prévention des risques psychosociaux, et il y a un lien évidemment très étroit avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce poste, qui est chez nous à l'intérieur de la direction des ressources humaines, c'est un peu un poste ressource, un poste expert, sans toutefois venir se substituer, bien sûr, à tout ce qui a été évoqué déjà, les psychologues, les soignants, les accompagnants. Ça n'est pas ça, c'est plus la référence à la fois pour le salarié, pour les managers, et aussi, et c'est ce que nous avons, nous, développé, le point d'entrée d'une détection d'un trouble du comportement, parce que trouble psychique, tout ça c'est bien gentil, mais si on commence à aborder ça avec, excusez-moi, Ginette au fond de l'atelier à Tulle, c'est un tout petit peu difficile. Par contre, un trouble du comportement, ça on sait vite dire, on sait vite faire comprendre, et on arrive à dire, mais vous savez, quand vous avez un collègue qui ne va pas bien, il faut le dire, il faut lui en parler bien sûr, mais il faut le dire. C'est à partir de là qu'on peut mobiliser les réseaux lorsqu'ils existent. Alors ça, c'est un point important, et il n'existe pas partout. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à démonter à l'intérieur de l'équipe de travail, auprès du manager, auprès des collègues, tout ce qui il y a comme représentation négative. Ça a été dit dans la table ronde précédente, mais oui, enfin, moi je vais vous dire les termes qui sont employés. C'est pas trouble psychique, c'est elle est frappadingue. Oui, bien sûr. C'est oui, non mais bon, c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Et et arriver à dire, mais c'est une personne qui a des problèmes et dont on va parler ensemble. Vous avez surréagi, parce que bien souvent autour il y a des surréactions de l'entourage professionnel. Il faut maintenant que tout le monde revienne à travailler ensemble. Voilà. Donc le poste de chargé de mission handicap, en gros c'est ça. Au moins, non, mais c'est cohérent. Je veux dire que voilà. Bon, vous occupez pas de comptabilité. Je veux dire que c'est pas une. Mais ce que je veux dire, c'est pas pareil, quoi. Non, il y a un pas lien, vraiment. on comprend tout à fait. Non. Enfin aussi parce que bon, il y a la contribution à GIFIC, tout ça. Mais oui, non, mais ça c'est des petites choses à côté. Je vous en prie. Alors, effectivement, ça évoque votre interrogation et m'évoque effectivement l'importance peut-être justement d'aller vers l'entreprise et aussi de les former et de les informer sur ce que sont les troubles psychiques et les conséquences qu'elles peuvent avoir dans l'entreprise. Et effectivement, tout un travail de réseau autour des référents handicap qu'on a évoqué nous et qu'on a commencé à amorcer dans notre région pour effectivement les sensibiliser peut-être à décrire et à mieux comprendre les difficultés des personnes pour pouvoir ensuite effectivement les aider dans la démarche d'accompagnement qui peuvent être la leur. Frédéric ?
Oui, c'est fondamental qu'on puisse arriver à mettre en place des coordinations efficaces, notamment avec le monde médical. La loi ne nous y aide pas, mais on ne va pas attendre forcément qu'elle change de ce point de vue-là, sinon on y est encore dans quelques années. Mais c'est assez fondamental. Et là, le dialogue avec le malade est essentiel pour qu'il puisse nous ouvrir cette porte-là. C'est là où ça se joue. Les cas où j'ai connu des échecs, c'est lorsqu'on n'a pas su créer ce pont. Effectivement, c'est ce qui ressortait dans une des enquêtes qu'on avait faites, nous, auprès des référents handicap. C'était effectivement l'absence de lien et l'absence d'information et d'avoir une personne ensuite référente quand il y avait une difficulté. Et là, il y a un acteur assez qu'on néglige parfois dans ces problématiques-là, c'est la représentation du personnel. Ils peuvent être, parce qu'ils ont cette fonction de régulation au sein de l'entreprise, peuvent être des éléments qui viennent rassurer le malade ou la communauté de travail. Ils sont assez fondamentaux dans ces moments-là. Alors le lien, on va en parler avec Pierre Leroy, mais avant tout, Véronique Signery, vous travaillez dans la gestion immobilière, oui. Et vous avez eu à connaître aussi ce type de situation. Oui, alors j'ai dû changer d'emploi. Ah oui, d'accord. Oui. Donc aujourd'hui, je m'occupe de gestion technique de contrat, mais j'ai eu un accident il y a 3 ans. C'était un trauma crânien qui ont eu des conséquences cognitives importantes. Et c'est parce que je n'ai pas du tout étiqueté, personne ne m'a aidé à étiqueter. Donc j'ai été dans une errance à la fois professionnelle et un peu médicale avant qu'on me dise que c'était tout à fait normal, c'était des troubles cognitifs et que j'étais en profonde dépression. Donc il y a eu toute une partie, c'était le déni, c'est-à-dire que après cet accident, je suis repartie travailler 2 mois à mi-temps thérapeutique. Et cette cassure, j'ai voulu la surpasser, c'est-à-dire me dire, ok, le train s'est arrêté, mais comment je reprends des rails ? Mais il n'y avait plus de rails. Donc concrètement, je me suis trouvée... J'avais des difficultés de concentration, donc ça pouvait être... je m'enfermais chez moi avec les clés à l'intérieur, j'oubliais les badges, je perdais mes papiers. Au lieu d'aller dans la direction de mon travail, j'allais dans la direction opposée. Donc tout ça était vraiment très anxiogène parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Tous les neurologues avaient l'air de dire ça va revenir comme avant, le cerveau est plastique, donc ne vous inquiétez pas. Sauf que ça n'est jamais revenu et que je faisais partie des 15 à 20% de gens qui ont des traumas considérés comme légers parce que j'ai été scalpée, mais on m'a recousu, ma figure est revenue normale, j'ai gardé mon sourire, je me suis remaquillée et puis je suis partie au travail, mais impossible de concentrer. Vous voyez votre patron, vous ne savez même pas comment il s'appelle devant vous. Vous voulez appeler quelqu'un, vous ne savez même pas où il travaille. Donc vous perdez tous vos repères de mémoire court terme. Et ça, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est anxiogène. Vous ne comprenez pas pourquoi vous dites quelque chose à quelqu'un et en fait vous avez dit l'inverse, mais vous ne vous en souvenez pas. Donc vos relations avec vos collègues sont juste devenues infernales parce qu'ils vous disent « mais tu ne m'as pas dit ça, tu as dit le contraire ». Et vous ne vous en souvenez pas. Donc à un moment donné, j'ai eu la chance quand même d'être dans une entreprise qui avait signé une convention AGFIP et qui m'avait déjà recrutée en tant que TH parce que j'étais malentendante, mais le fait d'aggraver un handicap, c'était plus difficile de se dire tiens, ce salarié que je connaissais à qui j'ai adapté son poste de travail, je lui ai mis un poste téléphonique et tout d'un coup, il est plus pareil et c'est plus ça et il me pose la question, mais expliquez-moi. Alors, expliquer à quelqu'un quand la médecine n'a pas encore posé son diagnostic, c'est difficile, que votre employeur a attendu 1 an et là, il vous regarde les yeux plutôt ouverts en disant « Vous savez, Véronique, ça aurait pu être un peu plus grave. » Donc, c'est-à-dire, votre emploi, vous sentez que votre emploi est un peu en danger et vous ne savez pas quoi lui dire. Donc, dans ces cas-là, vous allez voir le médecin du travail et vous lui dites « Écoutez, je ne sais plus quoi faire. Comment expliquer à mon employeur que je ne suis pas capable ?» Et le médecin du travail, c'est un bon interlocuteur dans ce cas-là ? Parce qu'on est en train de chercher des liens, voilà, justement. Alors, moi, j'en ai eu 36 000. Parce que c'est un médecin. Alors, au début, en fait, c'est lui qui m'a aidé. Sincèrement, ça a été le pivot médiateur de mon avenir professionnel. Parce que
il a entendu, il a joué la médiation finalement auprès de l'équipe handicap. Mais ça n'a pas été étiqueté trouble invisible, enfin trouble invalidant, cognitif ou psy. Ça, je l'ai eu 2 ans après. Donc 2 ans après, c'est bien, mais pendant 1 an, vous galérez au niveau professionnel et ouais, vous vous dites j'en peux plus. Alors comment vous avez fait? Parce que a priori, quand on vous entend comme ça, vous dites voilà, j'arrivais plus à, et vous arrivez très bien. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez vous-même Alors vous avez parlé de réseau. Moi, je suis pas capable de parler de réseau parce qu'il s'est pas construit tout de suite. Ça a été un faisceau de partenaires. Alors et je les sépare parce qu'ils sont tous séparés. Vous avez parlé de regrouper, mais en fait, ma perception, c'est qu'ils étaient tous très isolés et très isolants. C'est-à-dire que fondamentalement, un employeur, il parle pas le langage du médecin. Et le médecin, il est en train de vous dire, tiens, vous avez des troubles cognitifs. Ah bon? Et votre employeur, il dit, c'est quoi ça? Ben voilà, je me souviens plus de la tâche que j'ai faite. Vous m'avez dit quelque chose et je l'ai mal noté et je sais plus. Donc c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et les gens qui vous disent, mais vous vous souvenez plus? Bah non, je me souviens plus. Mais au bout d'un moment, vous adaptez comment vous vous adaptez à cette incapacité, entre guillemets? J'ai des carnets partout. Voilà, c'est ça. J'ai une vie de carnet. Ouais, je comprends, bien sûr. J'ai des iPhones. Mais enfin, j'en ai déjà plus de 20 en 4 ans. C'est pas beaucoup, hein, parce que j'ai arraché les plages, mais... oui, c'est... Non, vous avez trouvé la ressource. Je veux dire que bon, simplement... C'est les listes, et puis c'est de faire répéter. Bon, après... la bienveillance, j'ai entendu parler de la bienveillance. Qui a envie d'être bienveillant et de répéter? Alors il se trouve que moi je suis avec un nouveau responsable, il a tout dans sa tête. Fabuleux, c'est un homme qui a une mémoire. Moi je ne lis pas, donc je suis obligée de tout noter, répéter, refaire, répéter. Mais quand je dis les faisceaux, c'est parce que s'il y a eu d'une part le médecin du travail qui m'a aidé, qui m'a orienté sur le SAMED, qui m'a orienté sur le club ARIM, ça c'est du professionnel. Et le médecin, le neurologue, il m'a envoyé sur un psy, il m'a envoyé sur un thérapeute orthophoniste. Et puis après, j'ai dit, il faut que je trouve des pairs. Où sont mes pairs? Et je suis partie dans une association de traumatisés crâniens. Et enfin, groupe de parole, des gens qui me disent qu'ils ont la même chose. Et là, vous dites, ah, ça fait du bien. Et encore, vous avez autre chose. C'est-à-dire que chez vous... pendant 4 ans, vous êtes mobilisé sur le travail et vous avez 20 paquets comme ça de papier que vous n'avez pas classés, que vous ne savez plus quoi en faire, qui vous parlent de juridique, qui vous parlent de fiscalité, qui vous parlent de médicaments, qui vous parlent de bilan de compétences avec votre travail, enfin bon, donc du coup, ils sont tous là et vous n'avez pas de pilote. Où est le pilote dans l'avion? Et je ne sais plus être le pilote dans l'avion. Et ça, c'est la grande difficulté. Oui, je comprends tout à fait, oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas, IPS peut-être Oui, je vous en prie. J'aimerais rebondir sur un mot que vous avez prononcé qui est sans doute important. À propos de la plasticité du cerveau. Bien sûr, on peut récupérer des tas difficiles, mais vous avez dit j'espérais revenir à l'état antérieur. Alors ça, c'est un point important. Je pense j'ai accepté que c'est possible. Après un accident grave et des troubles graves, après une maladie, des troubles psychiatriques graves, on ne peut pas revenir à l'état antérieur. Par contre, ça ne veut pas dire que tout est foutu. On peut vraiment, vous en êtes l'exemple, s'en sortir. Mais il faut accepter d'avoir d'autres stratégies, de s'appuyer sur les carnets. Enfin, oui, voilà. Il faut accepter que ça ne soit pas comme avant. Mais pour autant, on peut très bien s'en sortir socialement. Mais il faut accepter de vivre différemment, en quelque sorte. Et ça, c'est souvent difficile parce que pas mal de patients aimeraient retrouver l'état antérieur. Mais chacun d'entre nous a ses petites difficultés, pas la dyslexie par exemple ou d'autres choses, et trouve le moyen néanmoins de pallier cette dyslexie avec des trucs qui sont propres, je veux dire, à chacun. Il n'y a pas de méthode, il y a
Il n'y a pas une méthode d'apprentissage, il n'y a pas une méthode... Voilà, il y en a plusieurs et c'est celle qu'on trouve par soi-même, effectivement, qui est la bonne. Je veux dire que c'est le résultat qui compte, me semble-t-il. Hein, donc, c'est ce qu'on met en tout cas en marche. Mais je pensais à ce que disait monsieur, excusez-moi, vous avez parlé de malade. Alors c'est étonnant dans la part d'un employeur de parler de son collaborateur de malade. Je peux l'entendre, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas en tant que salarié parce qu'on a juste envie de s'en sortir. On a envie de savoir recuisiner, on a envie de savoir ranger, de savoir replanifier, savoir repartir en vacances, ne pas se tromper de route. Et on ne veut pas être malade. On veut juste avoir une perception de quelqu'un qui reprogresse, qui reprend son train, qui de toute façon n'est plus le même. Mais on a envie d'être perçu parce qu'on a été. Moi, j'ai été perçue. Des fois, on me dit mais il ne faut pas dormir au travail. Vous voyez, je suis juste épuisée à 3 heures. J'ai juste besoin de fermer les yeux ou de faire un petit exercice de sophrologie, de fermer les yeux. Mais je vais dans les toilettes pour m'isoler, parce que je suis sur un plateau et que j'ai besoin d'être du silence et du noir. Enfin, vous voyez, et je ne veux pas être pour autant un malade. Et pourtant, il faut la bienveillance, c'est vraiment fondamental parce que si vos collègues, et c'est le dialogue qui, à mon avis, est hyper important. C'est important le vocabulaire, Isabelle. Alors, ce que vous évoquiez, en fait, effectivement, me fait penser quand même à un des facteurs qu'on identifie dans les difficultés que peuvent avoir les personnes dans l'accès à l'emploi et le maintien en l'emploi, c'est les difficultés cognitives. Et c'est vrai qu'il y a quand même maintenant des notions qui montrent que c'est un des facteurs qui est, d'un point de vue insertion, négatif par rapport aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et dans votre cas, effectivement, vous l'évoquez, vous l'identifiez très bien, des difficultés à se souvenir ce qu'on vous a dit. Et il y a des techniques qui peuvent quand même accompagner et aider par rapport à ça. Alors, vous l'avez dit, tout était cloisonné dans la prise en charge que vous avez eue et c'est l'intérêt de peut-être effectivement que les choses le soient moins maintenant. Oui, puis ensuite, alors peut-être Frédéric d'abord en 2 mots, et ensuite vous, et après on passe à l'artiste. Je crois qu'il est assez fondamental qu'on puisse parfois mettre des mots sur des situations. Je ne vous dis pas que le mot de malade est simple, je ne vous dis pas que dans l'entreprise notamment il est très difficilement acceptable. Maladie égale faible productivité, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc je comprends bien ce que ça peut produire comme effet. Donc je vous prie de m'excuser si on vous a blessé. Mais je crois assez fondamentalement qu'il faut pouvoir créer des espaces de dialogue pluridisciplinaires. On a besoin que l'équipe médicale vienne nous éduquer, nous, entreprises, nous apprenne ce que c'est qu'un trouble cognitif. C'est vrai que vous avez un champ lexical qui est parfois assez étrange vu de notre gouverne. De la même façon que le nôtre doit vous paraître étrange parfois. Quand je vous parle de productivité, quand je vous parle de contraintes économiques, j'entends bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes espaces-temps, les mêmes objectifs. Néanmoins, je suis sûr que d'accepter de mettre des mots sur des situations, ça nous permet de progresser tous ensemble et de trouver parfois des solutions. Ça ne marche pas à chaque fois, mais à chaque fois que le dialogue est là, à chaque fois qu'on décloisonne, à chaque fois que la médecine du travail est le trait d'union, à chaque fois que l'entreprise se saisit du sujet, à chaque fois que l'entreprise comprend qu'elle a un intérêt, y compris économique, à maintenir certaines compétences, même si c'est un temps faible dans la vie du collaborateur, ça fonctionne. D'ailleurs, je vous donne la parole, mais juste pour dire un mot sur la justesse du vocabulaire et la nécessité de partager le même. Nous-mêmes, journalistes, on est souvent en contact avec des psychiatres qui nous aident à formuler, j'allais dire, de la bonne manière. C'est pour ça que j'ai des expressions comme souffrant, etc., parce que je suis incapable de mettre une étiquette et c'est pas à moi de la mettre en plus. Mais en même temps, quand vous êtes journaliste, quand vous dites un mot, ça part. Il y a 5 millions de personnes qui écoutent France Info. Je veux dire, si vous dites une connerie, ça fait quand même beaucoup d'oreilles occupées. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette collaboration, elle est plus que nécessaire parce qu'on est tous responsables d'une manière ou d'une autre et qu'on ne peut pas se dérober en... Parler d'expression frappadingue, c'est vrai, je veux dire, quand on parle entre nous, on se... Bon, mais ça ne qualifie rien du tout, frappadingue. Donc voilà, ce que je voulais dire, pardon, je vous en prie. Oui. Oui. Sur ce thème, on peut dire qu'au sein même de notre discipline en psychiatrie, il y a des réflexions sémantiques
sur la sémantique actuellement. Par exemple, justement, même le terme malade, des fois on l'évite parce que c'est identifier la personne à sa maladie, alors que bien entendu, il y a beaucoup d'autres dimensions qu'il faut justement valoriser. Et donc, c'est un domaine sans doute sur lequel il faut qu'on continue de travailler. Et au sein même de notre profession, on ne dit plus un schizophrène, on dit quelqu'un qui vit avec cette maladie, parce qu'on ne va pas le réduire à ça. Mais je voulais rebondir sur ce que vous avez fait remarquer, c'est que c'est important pour s'en sortir, quand on a des difficultés et qu'on souhaite néanmoins vivre comme tout le monde, de trouver ces solutions, tout un tas de petits trucs. Et je pense que c'est à la fois très important, comme vous venez de nous le présenter, que chacun trouve ses solutions, ses façons à lui de résoudre des problèmes de vie quotidienne. C'est peut-être même l'idéal, en fait, que chacun invente ses petites solutions. Mais sans doute, c'est aussi un des domaines où on peut progresser dans l'accompagnement, par l'accompagnement en entreprise, en établissant des listes. Les Canadiens sont assez en avance dans ce domaine. Ils arrivent à des listes assez considérables, de plusieurs centaines de petits moyens qui peuvent être mis en œuvre au travail pour permettre à des personnes justement plus vulnérables, néanmoins de tenir leur poste, sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Mais il faut réfléchir, il faut discuter avec l'employeur pour trouver ce petit moment de récupération, etc. Donc il faut les deux. Il faut à la fois que chacun invente ses petites solutions, mais ça c'est un domaine où on doit pouvoir progresser. Les professionnels de l'accompagnement, c'est aussi à eux de connaître, pour ce handicap particulier, tout un tas de petits moyens qui sont en fait très précieux. Et il y a 4 toilettes pour 160 personnes à France Info, vous voyez ? Non, mais c'est un peu difficile parfois de s'isoler. Oui, Jean-Yves, vous vouliez parler, non, aussi ? Non, enfin, Jean-Yves d'abord et ensuite... Je voulais juste ajouter que ces petits trucs, l'entreprise aussi, les collègues aussi en ont besoin. Et l'essentiel de ma mission, de nos missions en fonction des RH, ça va être ça. Bien sûr, on va proposer à la personne un accompagnement qui restera à déterminer avec le médecin du travail, avec un ensemble d'intervenants, bien sûr, mais il y a aussi les collègues. Ces petits trucs, c'est détecter quand, par exemple, vous n'avez pas intégré que, je sais pas, il fallait aller à droite ou plutôt aller à gauche. Si on ne le dit pas aux collègues et si on ne dit pas, écoute, dans ces cas-là, voilà comment il faut réagir. Voilà. La stratégie, ce qu'on appelle la compensation du handicap, c'est complètement particulier dans le cas des troubles du comportement. Je préfère le terme trouble du comportement parce que ça, au moins, on peut l'expliquer à tout le monde dans l'entreprise. Je reste centré sur le milieu professionnel. Et c'est là où on parle aujourd'hui de pistes de progrès, on parle à cette table ronde de pistes de progrès. C'est là où il y a besoin, nous, entreprises, on a besoin d'intervenants qui vont venir nous aider sur ces sujets-là. Ces intervenants existent en région parisienne, ils existent dans les grandes métropoles, pas dans toutes les grandes métropoles, mais dès que vous vous éloignez un peu des centres de décision, là, il n'y a plus personne. Enfin, trouver un psychiatre quand vous êtes à Tarbes qui sache parler travail. Ça va venir. Donc, parce que dans le sud, alors il semblerait, oui. Non, mais voilà. Je suis conscient qu'il y a des progrès. Oui. Mais j'espère. Voilà. Hein. Ou trouver même un psychiatre qui accepte de parler avec le médecin du travail. Parce que ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Hein. Les médecins ne parlent pas assez entre eux. C'est un diagnostic. Voilà. Donc voilà. Mais ceci étant, ça va quand même mieux. Moi, je remarque depuis 8 ans que je suis sur ce type d'activité. Il y a quand même de nettes progressions dessus. Raphaël, vous vouliez prendre la parole ? Peut-être le monsieur avant, il avait... Alors, ça va être assez long avec Pierre, mais je vous en prie. Allez-y. Enfin, moi, j'ai toujours voulu travailler. Oui. Mais j'ai été diagnostiqué schizophrène en 87. Et j'ai fait une rechute en 2007. Et puis, comme vous avez dit, on ne guérit pas. On se rétablit. On retrouve de nous des marques. Chaque crise étant complètement différente l'une de l'autre, les crises psychotiques, quoi. Et
Et c'est ça, en fait. En effet, on doit se reconstruire avec l'aide donc d'une équipe soignante qui va où on va se redécouvrir, en fait, et on va se rétablir, mais pas guérir. Ça, c'est clair. J'ai toujours voulu travailler. Je dirais même que j'ai besoin de travailler. Donc j'ai créé mon propre travail à moi, sans passer par l'entreprise. Il faut que je travaille tout le temps, quoi. J'écris, et puis je fais de la vidéo, je suis vidéaste. Et puis il y a eu une période de ma vie où j'ai été jongleur au Diabolo, dans des cirques et dans les villages, j'ai fait du théâtre de rue, quoi. Ça, c'est des activités que j'ai créées moi-même, en fait. J'ai besoin de travailler parce que je ne supporte pas les temps morts. Et puis j'ai besoin de travailler pour être reconnu. Et puis j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent. Parce que quand on est malade, on a l'AH, on a peut-être la SS, etc. Ça ne suffit pas pour vivre, quoi. On a besoin de travailler. Voilà pourquoi j'ai besoin de travailler, quoi. Bien sûr, ça paraît tout à fait logique. Hein. Oui. Je fais une autre activité aussi, je donne des cours de maths à domicile. Quand j'avais 19 ans, j'ai été prof de maths, très tôt, en lycée. Et je continue à donner cette activité de cours de maths à domicile, d'une manière alimentaire, quoi. Et j'essaye sinon, réaliser mes vidéos, les faire connaître, les vendre, etc., quoi. Donc il y a l'aspect travail, il est primordial pour quelqu'un pour se reconstruire, ça est primordial. Les cours de maths, ça m'a sauvé. On m'a sorti de l'unité d'hospitalisation parce que j'avais encore 2-3 cours de maths qui traînaient. Le psychiatre a dit, bon, normalement vous devriez rester, mais je vous sors pour que vous ayez donné vos cours de maths, quoi. Après, je suis retourné, j'ai fait d'autres séjours, etc. Mais disons que le travail, c'est quelque chose qui m'a reconstruit, rétabli, réhabilité. Oui, je vous en prie, Raphaël. Oui, du coup, merci pour ce témoignage, parce que je pense que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que ce type de programme, comme on a pu le voir hier sur le Housing First, c'est des programmes qui effectivement prennent la question du rétablissement. Et on sort de la question malade, sain, on est vraiment sur quelque chose qui est autre. C'est comment on peut se développer. Et dans ce que vous dites, qui à mon avis est très important, c'est que on change de regard aussi sur la personne, et la personne aussi peut changer de regard sur les professionnels. Il y a le savoir, qui a le savoir en fait dans ce type d'approche. Quelle est la place du savoir du malade, du client, de tout ce qu'on veut? Quelle est la place des professionnels? Comment on peut collaborer ensemble? Et ensuite, il y a un autre point dans ce que j'ai entendu en filigrane, c'est dire les personnes, c'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on doit survivre. On doit juste vivre. Et en fait, c'est vraiment comment passer de l'un à l'autre. Et tout ce type de programme, il va vraiment pousser en développant la question du rétablissement, la question du choix, la question de l'espoir, la question du rêve, parce que ça aussi, c'est des points qu'on avait complètement oubliés, en fait. Qu'est-ce que c'est de rêver, en fait? Est-ce que quand on a une maladie mentale, est-ce qu'on peut rêver? Oui ou non? Et quel type de rêve on peut avoir? Ça ne veut pas dire qu'on va les exaucer, mais on a quand même une perspective vers laquelle aller. Donc, je crois que si on arrive à mettre plein de choses en place qui permettent aux personnes d'arrêter de juste survivre dans notre société, en collaborant, en discutant, en sortant aussi de la question de la stigmatisation, parce que là on parle beaucoup de la stigmatisation des personnes qui vivent avec une maladie, mais la stigmatisation des entreprises. Moi, en travaillant dans des programmes type Working First, je me suis rendu compte que ça n'existe pas, le monde de l'entreprise. Il y a tout un ensemble d'entreprises, il y a plein d'hommes derrière, il y a plein de gens qui effectivement ont des rapports à la productivité, mais qui, si par ailleurs ils peuvent faire du bien aux gens, ben pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Et la stigmatisation, elle est à tous les niveaux. La stigmatisation des soignants aussi. Voilà, les soignants, il y a toute une série de soignants. Enfin, il y a plein de personnes derrière tout ça. Et c'est vrai que dans tout ce type d'approche, ce qui semble intéressant, c'est que c'est des rencontres de personne à personne et d'expérience à expérience. Et comme ça, on construit ensemble. Et il me semble que c'est dans vos deux témoignages, c'est des choses qui sont ressorties, qui sont assez fortes. Ce sont de bons témoignages aussi de ce qui était apparu. Je ne sais plus si c'est dans la table ronde précédente ou hier, où finalement il fallait sortir du rôle de patient. Oui. Je veux dire que bon, c'est pas un état permanent,
c'est pas un métier, patient. Schizophrène, c'est pas un métier non plus. Ou alors, bon, c'est un métier curieux. Donc, à chaque fois, il faut effectivement, vous l'avez dit, pouvoir rêver, avoir un lendemain, un avenir, pouvoir se reconstruire ou en tout cas aller vers quelque chose qu'on a choisi. Ça, c'est très important. Ce que vous avez dit... Le travail, ça permet de mettre à distance la maladie. Quoi. Oui. Alors c'est ça. Dans ce que vous avez dit, semble-t-il, deux choses qui moi, m'ont marqué. Un, la nécessité du travail à tout prix. Oui. Et peut-être même de plusieurs travails. Exactement. Ça ne se dit pas, mais bon, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et puis, en fait, cette espèce de rejet, alors pour quelles raisons, vous pourrez nous le dire, mais des temps morts, ce que vous appelez les temps morts. Bah, moi, c'est pas un rejet. C'est pas des temps de repli, les temps morts. Oui. C'est-à-dire que les temps morts, se retrouver désœuvré chez soi, je connais ça. Et ça amène à la souffrance, ça mène à péter les plombs, quoi, intérieurement, quoi. Et donc j'écris, mais ça ne dure qu'un temps, ça. On peut écrire pendant une demi-heure, 1 heure. Mais j'essaye de... Enfin, après ma crise psychotique de 2007, on m'a dit, il n'y a pas que le travail, il y a les loisirs aussi. Alors qu'avant, j'étais vraiment un bosseur. Alors bon, je vais beaucoup au cinéma, je fais du théâtre amateur, je vais à un atelier d'écriture, des choses comme ça. Mais c'est du travail aussi, quoi. Enfin, c'est c'est des activités, je dirais plutôt. Mais il y a cette recherche perpétuelle de voir des amis aussi. Donc il faut organiser ses journées, quoi. Sinon, ça peut vite tourner à la catastrophe. Voilà ce que je vis. Oui, je vous en prie. Votre témoignage, effectivement, très, très riche, confirme le fait que, effectivement, d'avoir un emploi permet d'améliorer la symptomatologie, permet d'améliorer les difficultés et l'importance aussi du réseau social dans ce que vous évoquez, qui est quand même un facteur qui est très aidant. Et en parallèle, je rebondis sur une petite chose que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous dites que vous voulez travailler aussi pour l'argent. C'est une notion très importante, mais il ne faut pas oublier que, effectivement, la valorisation financière des emplois, souvent en milieu protégé, elle est très modeste par rapport on va dire, aux prestations dont peuvent bénéficier les patients, à l'allocation handicapée par exemple. Et du coup, c'est souvent un frein pour les personnes pour accéder à l'emploi, parce qu'effectivement, du coup, comme la valorisation est faible, c'est pas forcément très incitatif, et c'est effectivement important de souligner qu'il faut quand même valoriser l'emploi pour les personnes qui même ont des difficultés comme nous. Ouais. Tout à fait. Frédéric, je me rends compte. C'est vivre plutôt que survivre, quoi. Alors, je vous en prie. Dans l'exemple de Pierre, qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on est en poste, déjà, l'objectif, c'est de le maintenir. Parce que, effectivement, la perte économique est quand même importante, et vous avez des coûts de santé qui ne sont pas tous pris en charge. Bon, j'aimerais bien être autonome et pouvoir gérer mon activité, mais j'ai besoin de ce cadre du travail. On fait tout pour être autonome, ça c'est évident. Non, mais il arrive à être autonome en créant son activité. Moi, j'ai pas la capacité créative, donc je m'appuie encore sur le système de l'entreprise parce qu'il m'a apporté beaucoup et que du coup, il m'a pris en charge quand même à travers l'accident que j'ai eu. Et mon objectif, c'est ton objectif, c'est d'être autonome, de continuer à travailler aussi. Moi, c'est retrouver des compétences peut-être passées, en tout cas de remettre ça, et surtout de conserver la place sociale et professionnelle. Et ce que tu dis sur aussi la notion d'espace personnel et d'espace professionnel, parce que j'avais un peu mixé les deux, et ça amène parfois des burn-out, ce genre de choses. Donc, c'est d'arriver aussi à le séparer et à trouver la place pour l'un et pour l'autre. Et je suis d'accord sur le fait que chercher de l'association, chercher de l'activité, plaisir, parce que tu te fais plaisir. Là, du coup, c'est toi, tu n'es plus dans la pathologie, tu n'es plus dans ton contrat de travail, tu es dans je fais quelque chose pour moi. Ça reconstruit aussi. Mais tous ces pans reconstruisent. Et
il faut arriver à les conjuguer. Et sur l'espace-temps, quand tu disais la souffrance... Les temps morts. Le temps mort. Le temps mort, pour moi, c'est une soupape de sécurité, de repos, et c'est aussi un risque dépressif. Parce que je suis fatiguée et je peux me faire aspirer par cette tendance-là. Donc c'est important et délicat. Mathieu, et ensuite, vous vouliez... Frédéric, oui. Parce que je pense à Mathieu de Villemorin, qui était notre invité à l'autre table ronde, et qui expliquait en fait en quoi le travail est important, et qu'il y avait 2 types de travail. Il y avait le travail finalement qu'on ne choisit pas. Alors celui-là, il est aliénant comme pour tout le monde. Et au bout d'un moment, on s'en lasse, on peut peut-être tomber à nouveau parce qu'on fait un truc inintéressant qui ne correspond pas à ses capacités. Et puis, il y a le travail enrichissant, celui qu'on se crée, comme ce que Pierre raconte, on se crée soi-même, et puis celui qu'on va chercher, etc., peu importe. Encore faut-il avoir la capacité à le mettre en place. C'est pas évident non plus pour tout le monde. Et là, dans ce cas-là, les cycles où on rechute, ou les cycles où on n'est pas bien, sont beaucoup plus espacés et voire disparaissent. Donc c'est exactement pour ça que je vous appelais Mathieu et Frédéric. Frédéric. je suis très flatté. Je vous en prie. Moi, il y a quelque chose qui me paraît assez fondamental de le souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a, pour certains salariés, pour certains d'entre nous, l'impérieuse nécessité de travailler. Vous l'avez cité, ne serait-ce qu'économiquement, on a tous besoin d'espèces sonnantes et trébuchantes pour payer nos factures à la fin du mois. Ça, je l'entends très bien. Mais l'entreprise a aussi un intérêt assez fondamental à l'intégration de la diversité des expériences humaines, de la diversité de tout ce que nous sommes. C'est l'intégration de malades, excusez-moi encore d'oublier ce terme-là, d'utiliser ce terme, c'est le maintien dans l'emploi de ses collaborateurs, parce que vous avez des compétences, vous avez des connaissances, et parfois elles sont cruciales pour une activité, mais c'est aussi des impacts qu'on démontre aujourd'hui. Il y a des études vraiment poussées et intéressantes sur la créativité, sur l'innovation, etc. La nécessité de la diversification des expériences humaines dans les communautés. Donc ça, c'est assez fondamental aujourd'hui. On commence à s'y intéresser. Il y a plein de facteurs, bien sûr, de mixité et de diversité. Celui-là en est un, il y en a d'autres. C'est assez fondamental pour les entreprises aujourd'hui de pouvoir apprendre à les gérer, à les intégrer, à les développer. Bernard ? Oui, je voudrais juste souligner des choses qui ont déjà été dites, qui paraissent aller de soi, mais justement souligner le fait que c'est des choses qui vont finalement à contre-courant des représentations générales. La représentation générale, c'est quand on est malade, on ne peut pas travailler. Oui. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que... Et alors, pour les maladies chroniques, comment on fait ? Alors là, on est un peu embêté. Ben oui, on va attendre qu'ils aillent vraiment mieux. Mais c'est quand ils sont... Bon. Donc là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le fait qu'en dépit d'une maladie chronique, bien sûr pas dans les états de crise, mais il est tout à fait possible et il est souhaitable, et c'est ce que les personnes souhaitent elles-mêmes. On peut travailler avec une maladie chronique. Ça, c'est quand même, je pense, une idée relativement nouvelle. Il faut en avoir conscience, ça ne va pas de soi. Et l'autre idée qui a été vraiment, dont vous l'avez dit à propos de vous-même, et puis vous le disiez à propos des travaux de recherche, c'est qu'en effet, la majorité des personnes qui ont des troubles psychiques souhaitent travailler. Et ceux qui ne le souhaitent pas, souvent c'est parce qu'ils imaginent que c'est impossible. Ils ont intériorisé les préjugés selon lesquels, quand on est schizophrène, on n'a aucune chance de travailler, ce qui est faux, la preuve. Ce qui est faux, la recherche le montre. Et ça aussi, c'est une idée qui ne va pas de soi. Je ne pense pas que les gens s'imaginent que les gens qui ont des problèmes psychiques souhaitent travailler. Or, c'est le cas. Pas tous, mais très majoritairement. Ou s'ils l'imaginent, ils en ont peur. Non, voilà. Oui. Il y a quand même effectivement des études qui montrent que, en gros, 35% des personnes ne souhaiteraient pas avoir pour collaborateur une personne souffrant de troubles psychiques. Alors c'est vrai que c'est aussi tout le travail à faire autour de ça, parce que si certains l'imaginent, en tout cas après, ils ont d'autres freins qui vont faire que ça va être compliqué. C'est tout le travail sur la peur des deux côtés. Tout à fait, mais la stigmatisation des pathologies psychiques reste un enjeu. La déstigmatisation reste un enjeu, en tout cas. Oui, absolument. C'est même le principal obstacle, un gros obstacle. Oui, je vous en prie. Oui, je vais redire ce qui a été dit tout à l'heure, là encore, mais la meilleure déstigmatisation, c'est de travailler avec des personnes. Oui, bien sûr.
qui ont des problèmes psychiques, qui ont des troubles psychiques. Et ça, on le remarque dans chacune des unités de travail dans lesquelles ça se passe. C'est-à-dire qu'avant, oui, bien sûr, on a cette appréhension, on a ces peurs, on a voire même ce rejet. Et puis ensuite, c'est tellement plus facile de s'appuyer sur ces expériences. Alors, pas toutes, hein, ça ne marche pas à chaque fois quand même. Hein, faut pas... Mais sur les expériences réussies, pour dire, voyez, c'est pas si dur. Et on n'a même pas besoin de le dire nous. Les managers, les collègues vont le dire tout seuls. C'est super important l'exemplarité. Je crois beaucoup à l'exemplarité et je crois que dans chaque entreprise, c'est possible. C'est vraiment possible dans chaque entreprise, à condition qu'on ait déjà vu que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de convaincre, je veux dire, voilà. C'est un pas état besoin de fait. Oui, je vous en prie. Il y a des témoignages de plusieurs entreprises qui ont fait l'effort et même pris le risque de recruter des personnes psychiquement vulnérables, fragiles. Et le témoignage est que les adaptations qui sont mises en place pour permettre le maintien dans l'emploi, souvent, elles bénéficient à tout le monde. Oui, bien sûr. Et donc, il y a un gain, effectivement, pour l'entreprise. Ben, je dis bien sûr, comme c'est évident, mais on apprend beaucoup, mais je veux dire, pas dans le genre bisounours. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde toutes les inventions, par exemple la télécommande, à l'origine, c'était pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Maintenant, tout le monde utilise. L'ascenseur, c'est pareil. Tout le monde... Donc je pense que non seulement ça peut changer l'ensemble des regards, mais que ça peut apporter dans la mesure où peut-être que soi-même, ce qu'on s'imagine comme étant ses propres limites, on peut apprendre des limites de l'autre et de la manière dont il les dépasse, sans passer par vous savez, des gros bouquins de 700 pages américains ou comment réussir à devenir intelligent, etc. Je veux dire, on peut concrètement voir que la transformation, elle est au fil des jours, au contact des autres, à la matière vivante. Je veux dire, c'est tellement évident. Absolument. On a l'impression de dire des évidences d'ailleurs tout le temps, et pourtant on part de loin. Raphaël. Oui, de toute façon, le bon sens, effectivement, c'est ce qui nécessiterait en tout cas de dominer dans nos politiques. Bon, ça c'est pas forcément le cas totalement aujourd'hui. Pour revenir un peu sur la question les pistes de progrès, et dans vos témoignages, je pense que la question du côté individualisé de l'approche, c'est quelque chose qui est à mon sens très important, parce qu'on voit bien que le repli, il y en a pour un ça va être une soupape, pour l'autre ça va être un facteur de stress. Donc on voit bien que dans le cadre de l'handicap psychique, il y a quelque chose qui peut être une aide pour quelqu'un qui peut pas l'être, ou même pour une même personne qui peut l'être à un certain moment. Donc être dans une approche individualisée, ça il me semble que c'est déterminant envers la personne, mais aussi envers le monde de l'entreprise, parce que chaque entreprise aussi a ses propres contraintes, et du coup vraiment cette question-là. Et elle me semble vraiment fondamentale de comment proposer quelque chose au plus près, d'utiliser les stratégies, donc avoir bien entendu derrière tout un panel de stratégies possibles, mais c'est surtout comment la personne, quelles sont les stratégies, comment la mettre en disposition, qu'elle puisse les utiliser. Il y a un autre point que j'insiste un peu, mais la question de l'espoir, la question des rêves, ça c'est quand même quelque chose qui doit aussi dominer dans l'accompagnement. Et enfin, d'une perspective plus de santé publique, là on voit qu'en France il se passe pas mal de choses. Je discutais avec ma collègue juste avant, il y a plein de petits dispositifs autour de l'emploi, autour du logement, des groupes de réhabilitation. Là je parle vraiment en termes de santé publique, mais on reste quand même dans un pays dominé par l'hôpital. Enfin, les soins se passent à l'hôpital psychiatrique. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt ravi, parce que je pense qu'il y a une vraie énergie positive qui est en train de naître autour de l'accompagnement médico-social et l'accompagnement psy. Mais l'étape d'après, ça va être vraiment de réformer en profondeur les politiques et les plans d'action en santé mentale, parce que tant que l'argent sera centralisé dans les hôpitaux psychiatriques, eh ben, on ne pourra pas aller voir les entreprises, on ne pourra pas faire de l'individualisé, on sera dans une institution, et une institution, malheureusement, une grosse institution, ça a tendance à maltraiter les gens et à ne pas les aider. Ça, c'est anthropologique. Donc voilà, je pense qu'il va falloir aussi à un moment donné passer de toutes ces petites expériences qui sont hyper importantes pour nous, parce que ça nous fait aussi maintenir l'espoir en tant que professionnels, à quelque chose de beaucoup plus large au niveau politique et au niveau des régions et de l'État. Frédéric, 2 mots. Oui, certainement qu'il va falloir faire évoluer le cadre réglementaire, législatif. Enfin, je ne suis pas du tout expert de cette matière-là. Je crois fondamentalement qu'il faut maintenir cette dynamique d'initiative. On n'aura pas d'individualisation si on rompt cette dynamique d'initiative.
Je crois aussi fondamental que l'on puisse faire venir le corps médical dans l'entreprise, que l'entreprise aille vers le corps médical, y compris dans les grosses institutions maltraitantes que vous décrivez. Je crois que c'est toujours une prise de conscience importante. Et puis, il me semble aussi fondamental de ne pas oublier l'environnement, les proches, le domaine personnel du patient, du collaborateur. Et là encore, l'entreprise a un rôle à jouer. Si on arrive à nouer un dialogue avec ces personnes-là, à mettre en place des dispositifs d'aide aux aidants, et c'est vrai pour ces cas-là, mais c'est vrai aussi pour d'autres situations sur lesquelles c'est nécessaire, on arrive à faire quelque chose. Non, absolument. Donc, si on devait... Pierre, voulez vous exprimer ? Non, j'allais dire que les personnes qui rentrent en dépression, qui ont des crises psychotiques, sont souvent des gens qui ont de grandes valeurs, quoi. Et que c'est important, en hôpital ou dans d'autres institutions, de les aider à se reconstruire. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui me convient actuellement. Et parce qu'on va apporter une valeur ajoutée après, quoi. Enfin, quand on va retrouver du travail, quand on va travailler, on peut être plus performant que quelqu'un qui n'est pas malade. Enfin, je sais pas, moi. Dans un certain domaine. Et souvent, vous êtes plus à l'écoute, c'est ce qu'on disait dans les témoignages d'hier où personnes schizophrènes en souffrance demandent aux autres comment ils vont, etc. et s'intéressent véritablement à... C'est quand même... C'est pas toujours le cas de ceux qui, a priori, ne sont pas des souffrants, quoi. Je veux dire, bon, c'est un paradoxe, mais intéressant. C'est vrai qu'après une crise psychotique, on peut être diminué, quoi. Et on va pas retrouver, on va pas guérir, comme on l'a dit au début, mais je pense que... Enfin, bon, j'ai beaucoup d'amis qui, en hôpital de jour, on va au cinéma ensemble, etc., des personnes vraiment de grands talents, quoi, et qui n'ont pas de travail actuellement. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas la maladie qui fait l'incompétence, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Non, c'est ça, tout à fait, bien sûr. Absolument. Et puis voilà, j'ai dit qu'on pouvait être plus compétent que la personne à côté qui est bien portante. Donc, si on devait résumer, là, en fait, sur cette table ronde, piste de progrès. Alors déjà, il y a un progrès, il faut le dire quand même, on est toujours en train de... mais c'est vrai qu'on part de loin, c'est vrai que l'hôpital, ces structures un peu policières quand même, enfin, je veux dire, l'enfermement, l'image que l'on a de moins en moins, heureusement, mais qui reste encore un peu... l'image des frappadingues, comme vous disiez, etc. Tout ça est en train de disparaître, et tant mieux, avec la bonne volonté de chacun. Moi, je trouve très bien que la psychiatrie soit plus enfermée à l'hôpital, parce que je veux dire que normalement, les psychiatres, il faut les laisser sortir aussi, c'est important. Ils ont besoin d'être en contact avec tout le monde, avec toute la population. C'est pour ça qu'on est là. Oui, absolument. Et puis cet accompagnement important médico-social, vous parliez des aidants, on parlait d'entreprise, donc de l'écoute. Et l'accompagnement, finalement, c'est ce qu'on disait un petit peu hier, parce qu'on arrive aux mêmes conclusions, puis il faut enfoncer le clou. Des journées comme ça sert à ça. On n'aurait jamais vu des journées comme ça il y a 20 ans. Hein. Je veux dire que bon, chacun restait dans son coin et en disant c'est pas mon domaine de compétence. Si tu souffres, tu vas voir un psychiatre. Si tu as un problème dans l'entreprise, tant pis, c'est autre chose. Bon, ça n'a rien à voir avec... Bref, c'est un peu confus. Et donc, c'est ça, en fait, qui est à mettre en avant. C'est qu'on doit respecter la volonté de chacun. Voilà, donc, moi, j'étais impressionné par la journée d'il y a 2 jours où il y avait la mise en place de bonnes pratiques pour aller mieux. Et les bonnes pratiques, c'est des données objectives. Ça ne correspond pas forcément à tout le monde, mais majoritairement, c'est plutôt bien de les faire. Ça évite le psychiatre fou, ça aussi, ça fait partie d'ailleurs. Le docteur Nabus dans son coin qui expérimente des trucs. Bon, ça, c'est... Voilà. Et c'est très bien de travailler là-dessus. Et l'accompagnement, finalement, c'est pour aider l'autre à faire ce qu'il rêve de faire et ce qu'il veut faire.
ce qu'il a choisi de faire aussi, avec les moyens que l'on a et qu'il a aussi, parce qu'on peut pas, on accompagne, mais on accompagne toujours quelqu'un, hein, il faut au moins être 2 pour accompagner. Donc, et c'est ça. Moi, je trouve que là-dessus, il y a vraiment des matériaux. Et puis, le fait qu'on ne soit pas, c'est ce que je disais, schizophrène, c'est pas un métier, mais le fait qu'on puisse, lorsqu'on souffre, pouvoir être un relais auprès des professionnels, du monde médical, etc., pour dire voilà comment moi je ressens, voilà comment il ressent, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Oui, Pierre. Oui, non, mais parce que vous dites schizophrène, c'est pas un métier, mais donc j'ai fait une petite vidéo où je raconte frontalement la maladie, quoi. Et puis actuellement, il y a un 52 minutes qui est en préparation sur mon cas. Donc ça devient... alors j'ai fait de la vidéo avant d'être malade, hein, moi. Oui, j'ai fait plein de reportages, des petites fictions, etc. Mais maintenant, on voudrait faire des films sur ma maladie, quoi. Enfin, sur moi, qui est cette maladie. Donc ça devient un peu une profession. Acteur de votre maladie, c'est ça, sur la carte de visite. Non, mais je ne le marque pas sur ma carte de visite, quand même. On fait comment pour devenir schizophrène? Non, si ça... Comment? On fait comment pour devenir... Oui, il faut... c'est des longues études. Cette idée d'expertise des personnes qui ont l'expérience de la maladie, c'est une idée qui est en train de se développer. C'est un vrai savoir, enfin, avoir l'expérience de cette maladie avec des phénomènes quand même étranges, entendre des voix, bon. Bien sûr. Et puis l'expérience de trouver toutes ces petites solutions pour s'en sortir quand même, pour se débrouiller, pour travailler, comme vous venez de le témoigner. Ça suppose effectivement, il y a un savoir-faire qui est très important et qu'il faut valoriser. Raphaël et Isabelle, oui. Après, par rapport à, vous l'avez fait sous le ton de la boutade en expliquant que les psychiatres doivent sortir de l'hôpital, mais je pense qu'un des mots-clés de tout ce qui a été dit, c'est le rétablissement d'un point de vue collaboratif et qui doit résonner à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le rétablissement, on en a pas mal parlé des personnes, mais le rétablissement aussi des professionnels de santé dans leur pratique. Moi, je pense, en tout cas, depuis que j'ai travaillé dans des dispositifs orientés rétablissement, ma pratique a beaucoup changé. Je pense m'être rétabli ou être en rétablissement par rapport à certaines pratiques de la psychiatrie qu'on avait pu m'apprendre. Je pense que le rétablissement dans les entreprises aussi, c'est quelque chose qui est d'actualité. On voit de plus en plus de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes de collaboration. Il y a quand même la loi travail en ce moment, c'est quand même des débats qui sont... Voilà, la question de l'emploi, c'est en mouvement. Donc, en fait, je crois que ce qui est important à retenir dans toutes ces expériences, c'est qu'il faut se mettre en mouvement. Il faut rentrer dans un processus de changement et que tous ensemble, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisables, quoi. Isabelle. Oui, et s'appuyer effectivement sur votre expérience, et ce que vous rapportez peut être très enrichissant pour les autres personnes qui, comme vous, ont ces troubles, mais aussi les soignants de façon générale. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pris des malades en table ronde, quoi. Oui. Il n'y avait que des médecins entre eux qui discutaient. Ni des entreprises, si ça peut. Enfin voilà, quoi. Non, mais il ne faut pas enfermer les psychiatres, on est d'accord. Non. Oui, justement, moi et on le démontre aujourd'hui, il y a une vraie rationalité économique aux investissements que ça représente pour les entreprises. Au-delà de l'impact sur les comptes de la nation, je vais pas revenir sur les débats sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui, il y a une vraie rationalité. Il y a une dimension humaniste, humaine, mais il y a aussi une forme de rentabilité qui est associée à tout ce que ça peut représenter comme investissement. C'est très facile pour les grands groupes, enfin, en tout cas c'est plus facile pour les grands groupes, c'est un peu moins facile pour les PME, ce qu'on oublie un peu souvent en France. Donc il y a certainement aussi un axe important, c'est comment on peut faciliter le travail dans les très petites entreprises en France. Ça, c'est un domaine qui est largement inabordé aujourd'hui. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas mis en avant, mais qui est important, c'est que la société change. On en a un petit peu parlé rapidement, mais ce qu'on appelle la nouvelle économie, les nouvelles compétences, on s'aperçoit que finalement, la plupart des tâches répétitives, des robots peuvent le faire, et que ce qui fait la différence, c'est encore l'humain et sa sensibilité. Et ce que moi j'ai compris depuis ces 3 jours, c'est que vous étiez pourvu
de l'instrument important qu'est la sensibilité, parce que sans sensibilité, je vais y arriver, on a quand même du mal à être véritablement intelligent. Je veux dire que les solutions, c'est parce qu'on doit les ressentir. Il n'y a pas de... L'abstraction sert uniquement à faire des méta quelque chose, des systèmes, des algorithmes. Les algorithmes, absolument, c'est bien, mais tomber amoureux d'un algorithme, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, il y a ça, et on en avait parlé pour autre chose, ça n'a rien à voir, mais pour certains autistes qui sont finalement extrêmement recherchés parce que leur façon de voir et de faire est totalement différente. Ça peut certainement être le cas de certains schizophrènes, je parle sous votre contrôle, mais je pense qu'on a dépassé ce côté, alors pauvre monsieur, pauvre dame, ça ne va pas être facile, pour le remplacer par qu'est-ce qu'il peut nous apporter, comment on peut le faire bosser, puisqu'il veut bosser, très bien, et comment on peut faire en sorte que pour qu'il s'épanouisse, parce qu'il ne pourra créer être compétent que dans un cadre où il se reconnaît la possibilité de travailler. Comment on fait pour aménager? Ça paraît pas compliqué comme ça, mais en même temps, je crois que c'est... Non, bien sûr, mais attendez, on est en train de changer les patrons aussi. Hein. Moi, je vois des patrons de grandes boîtes qui viennent me voir, parce qu'on fait du coaching et tout, en disant, mais comment je peux être plus aimé par mes employés? C'est-à-dire que, bon, ils ont besoin d'être aimés. Non, mais si vous n'êtes pas aimé... c'est chiant la vie, quoi. Chacun d'entre nous a besoin. Voilà, ils sont aperçus que c'est pas de médicaments qui vous rendaient aimant ou aimé. Hein, voilà. Donc c'est important. Hein. Je ne vais pas dire aimons-nous les uns les autres parce qu'après tout le monde va avoir peur. Je n'appartiens à aucune secte. Hein. Oui, pardon. Je reprenais aussi la notion d'expert, expert RH, expert psychiatre. Mais il y a l'expert santé. Non, c'est bien, juste devant. Pardon, le. Il y a l'expert en fait. Aussi, nous, on est patient expert, et on aimerait bien être salarié expert aussi pour les autres. Simplement, il n'y a pas forcément dans les dispositifs de sensibilisation la place pour cette expertise. Non, la sensibilisation d'entreprise, de pays financée par qui la GFIP. Enfin, il y a toujours une histoire dessous, quoi. Ah oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'était dit hier et on le redit. Ça n'a pas que de mauvais aspects, les aspects budgétaires. Ça a aussi le bon aspect qui consiste à rationaliser et aller vers la performance. Il y a des choses qui servent à rien, il faut les enlever. Enfin bon, le fait que les urgences servent à tout, c'est pas normal. Enfin bon, tout est là. Donc il y a des choses à redéfinir et à rationaliser, et puis de mauvaises habitudes à quitter. Oui, Pierre. Non, vous voyez. Bon, je croyais que vous. Non. Bon, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses et qu'on a répondu en tout cas à la question. Piste de progrès, il y en a plein, il y a de la bonne volonté. Et puis en tout cas, merci, je crois qu'on peut applaudir tous les participants.